Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Ce soir, nous faisons une incursion dans le monde des organisations de la société civile. Elles sont nombreuses et sont réparties en 7 composantes. Jouent-elles bien leur rôle? La question mérite d'être posée. Sont-elles réellement performantes? Pour comprendre justement cela et voir leur utilité publique, des actions sont menées, des actions notamment par la Maison de la société civile qui a édité justement un guide d'information sur la labellisation des OSC béninoises. Que retenir justement de ce guide? Quelles seront désormais les nouvelles règles? Pour en parler justement, mesdames et messieurs, nous avons invité sur ce plateau ce soir le directeur de la Maison de la société civile, Armand Villon. C'est bien cela, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Et puis, juste en face de vous, Guy Constant Eroumi, vous êtes le président de l'ODEM et vous êtes représentant des organisations de la société civile. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, Loïc. Bonsoir aux amis téléspectateurs. Voilà, un plaisir de vous recevoir donc sur ce plateau. Clarification des concepts. Armand Villon, que comprendre par la Maison de la société civile? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La Maison de la société civile est cette association qui a été mise en place par les associations en vue de leur renforcement de capacité. Donc, pour pouvoir jouer son rôle, la Maison a articulé ses activités autour de 3 axes, 3 principaux axes. Lesquels déjà? Il y a un axe qui compile toutes les activités qui vont dans le sens du renforcement de capacité des associations. Il y a un deuxième axe qui veut que nous travaillions à une meilleure structuration du milieu associatif béninois. C'est dans ce cadre que nous avons édité ce document. Et il y a un troisième axe qui veut que nous travaillions à une promotion de tout ce qui est toutes les relations partenariales en faveur des organisations de la société civile. Voilà. Ben, toujours dans cette clarification des concepts, on parle des OSC. Beaucoup ne comprennent justement pas réellement leur rôle, leur mission, en réalité, Guy Constant Eroumi. Merci. Les organisations de la société civile sont des structures qui, je pense, ont choisi des thématiques données sur lesquelles ces différentes structures s'organisent pour donner, comme on peut dire, des services d'utilité publique. Et lorsqu'on veut parler de ces structures, nous avons par exemple les associations, nous avons les organisations non gouvernementales, les ONG, okay. Nous avons les groupements socio-professionnels, nous avons ensuite les confessions religieuses, nous avons les chefferies traditionnelles, nous avons les syndicats et enfin, nous avons bel et bien les médias que vous représentez. Que je représente. Et là, vous constatez que lorsqu'on prend toutes ces chaînes, vous constatez carrément qu'il y a quand même des adressages que nous avons. Ces différentes structures ont des points d'orgue sur lesquels ils manifestent tout leur engagement pour véritablement donner des services publics. Et c'est dans cela que je pense que organisation de la société civile, on doit pouvoir comprendre que ce n'est pas une nébuleuse, quand bien même c'est des pas que l'on fait en avant. Il faut naître un jour, il faut grandir et pouvoir quand même être sage à un moment donné. Et ce processus qui se fait à travers même la question des labellisations dont nous voulons parler, je pense que c'est un processus qui va accompagner ces structures pour que d'ici à là, on ne parle plus de cette société civile comme certains qui ne s'engagent pas pensent que là-bas, il s'agit d'une nébuleuse et voilà comment on les traite. Je crois qu'il y a quelque chose de noble qui s'y fait et aussi l'accompagnement de la Maison de la société civile pour toutes ces structures OSC est quand même une bonne chose. C'est important de crever l'abcès, Guy Constant Eroumi, parce que justement, beaucoup estiment que ces OSC ne font rien, comme le président vient de le dire. Vous, au niveau de la Maison de la société civile, quel est l'état des lieux? Parce qu'il y a les 7 composantes qui ont été énumérées à l'instant par Guy Constant Eroumi. Quel est l'état des lieux aujourd'hui que vous faites par rapport aux organisations de la société civile? Leurs rôles sont-elles vraiment performantes? Jouent-elles vraiment bien leur rôle? Merci beaucoup. Moi, je pense que au-delà des 7 composantes, il y a 2 principaux rôles qui sont actuellement joués par les organisations de la société civile. On les retrouve au niveau de la veille citoyenne. On les retrouve au niveau du suivi
des politiques publiques de façon générale. On les retrouve aussi au niveau des services, parce que certaines associations ont développé des expertises qui sont mises à la disposition des localités. Bon, ça, c'est par rapport au rôle. Et moi, je pense aussi que, et ça se constate, les associations... Vous pensez que ces deux rôles-là sont réellement suivis, Monsieur le Président? Ces rôles sont assumés dans un contexte où les associations-là sont souvent présentes là où l'État est absent. Okay. Et du coup, vous vous retrouvez avec des personnes qui sont confrontées à des situations et qui travaillent souvent à main nue. Elles n'ont pas toujours toute la compétence qu'il faut, d'où la nécessité de les accompagner, d'où la nécessité de les aider à se structurer. Et c'est ce qui justifie la présence de la maison. Moi, je pense que les associations jouent un rôle clé. Il est vrai, comme dans toute corporation, il y a quelques brebis galeuses, mais quand vous vous approchez d'elles, vous scannez ce qu'elles mènent comme activité, vous vous rendez compte qu'elles rendent beaucoup de services à la nation. Et justement, dans cette optique, dans ce dessin, vous avez pensé sans doute à la labellisation. D'où est partie cette idée? Pourquoi labelliser? Voilà. Pourquoi labelliser? Parce que, comme je l'ai dit, le deuxième axe de notre plan stratégique veut que nous travaillions à une meilleure structuration du milieu associatif. Et au niveau de la société civile, il y a beaucoup d'associations. On ne sait pas toujours qui est qui et qui fait quoi. Et du coup, certaines associations ont insisté sur le fait qu'il faille mettre en place un dispositif pour distinguer les associations qui ont un système de gouvernance qui force respect. Donc, le dispositif de labellisation, en fait, c'est pour valoriser ces associations-là qui font l'effort d'avoir un bon système de gouvernance. Mais comme c'est la maison de la société civile, comme la maison est à la disposition, est au service de toutes les associations, nous ne mettons pas en place ce dispositif pour punir, pour discriminer de façon négative. Mais c'est pour qu'il y ait une saine émulation qui est d'abord, celle qui travaille soit reconnue, qu'elles deviennent des modèles pour d'autres et que les pouvoirs publics se rendent compte que quelque chose se passe au sein de la maison, au sein de la société civile, qui est un dispositif d'autorégulation. Donc voilà les raisons pour lesquelles le processus de labellisation des organisations de la société civile a été mis en place. Je présume, Guy Constant-Romy, que vous avez travaillé justement sur l'élaboration de ce guide d'information sur la labellisation des OSCC au Bénin. Que comprendre réellement à travers la labellisation et comment cela va se passer? Vous, en tant que représentant justement d'une composante, êtes-vous fier justement de cela, Guy Constant-Romy? Bien sûr que je suis fier, parce que quand vous regardez à travers ce guide-là, vous voyez qu'il y a essentiellement des critères de performance qui y sont. Il faut qu'on puisse parler des exigences d'existence d'une structure, des exigences d'opérationnalisation de la structure et des exigences d'utilité publique. Cela veut dire quoi? On ne peut pas dire qu'il y a quelqu'un qui se réclame des organisations de la société civile, mais qui n'existe nulle part. C'est-à-dire, il n'y a pas eu une assemblée générale constitutive, par exemple. Il n'a aucun document qui montre officiellement qu'il existe. Et on le retrouve sur le terrain et il demande à capter peut-être de la manne, comme certains se prêtent à le dire. Et on écrit à une structure, un partenaire au développement, et on dit « donnez-nous ceci ». Mais on ne vous reconnaît nulle part. Mieux, ceux dont vous parlez, on ne sait même pas si cela doit porter un impact sur ceux qui seront les bénéficiaires finaux. À partir de cet instant, il est important que le processus dans lequel nous sommes là, qui a 3 paquets, le paquet A, le paquet B et le paquet C. Mais quand vous voyez ces paquets-là, je vous parle du paquet A qui parle essentiellement des questions d'exigence d'existence, le second qui parle véritablement des exigences en matière d'opérationnalisation de l'organisation de la société civile, et le troisième qui parle maintenant de l'utilité publique de ces structures-là. Et quand vous rentrez dedans, vous voyez plein de critères. Quand l'on dit par exemple que nous nous retrouvons, vous et moi et le directeur, et nous associons 10 autres personnes, nous sommes 13, nous voulons créer une organisation de la société civile. Eh bien, nous nous disons, oui, nous avons telle thématique, bon, les autres font, nous voulons faire. Mais quand nous avons fini de dire ça, nous, avant de nous retrouver sur le terrain, pour que nous puissions dire que nous travaillons, il faut bien que nous soyons constitués. Ça veut dire qu'il est impératif qu'il y ait une assemblée générale constitutive.
Mais si cette assemblée générale constitutive se tient, est-ce que nous allons nous retrouver bavarder et repartir? Non, il faut formaliser. Nous qui avions été là, il faut qu'il y ait un procès verbal qui dit que nous avons créé telle association, tel jour, à tel lieu, qui porte tel nom. Et que nous, tous qui y avons participé, nous puissions émarger un document qui reste la référence à vie de la création de notre structure. Mais quand nous avons fini de faire ça, réglementairement, en République du Bénin, il n'y a que si vous existez, il faut que celui qui vous reconnaît, en fait, ceux qui doivent vous reconnaître sont là. Il faut aller s'enregistrer. Absolument. Quand on finit de s'enregistrer, eh bien, vous ne gardez pas le document d'enregistrement avec vous. Non. Il faut aller au journal officiel. Et quand vous avez fini d'avoir le journal officiel, eh bien, vous avez un document en main qui vous donne toute en fait, la carrure d'une organisation. Et maintenant, nous voulons vous voir sur le terrain. Quand vous avez fini de faire ça, vous existez. Maintenant, sur le terrain, nous voulons vous voir. Nous voulons vous voir dans quoi? Dans l'opérationnalisation. Vous avez dit, nous voulons faire telle chose. À partir du moment où vous avez dit, nous voulons faire telle chose, où est-ce que vous voulez faire quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous vous organisez pour faire cela. Et maintenant, dans ça, il faut une question de gouvernance. Vous avez dit, vous avez fini de vous créer. D'accord, vous avez des statuts. Existence légale pour vous, vous avez des statuts. Vous avez des règlements intérieurs. Mais à l'intérieur de cela, quelle est la fonctionnalité que nous avons? Est-ce que vos organes que vous avez programmés fonctionnent? Si vos organes fonctionnent, quand vous tenez une réunion, il faut bien un PV de réunion. Ce que vous avez décidé, qu'on le sache. Et quand vous l'avez fait comme ça, est-ce que d'ailleurs vos réunions, vous les tenez conformément aux statuts et règlements intérieurs? Toutes ces choses-là sont contenues dans les critères de labellisation. Et je pense que si on doit trouver quelque chose de bien au niveau de la maison de la société civile, c'est un accompagnement pour la perfection. Et je pense que même quand on dit la perfection n'est pas de ce monde, il faut tendre d'être parfait dans ce monde d'abord, avant de chercher s'il y en a ailleurs. Et si on se met dans ce critère-là, c'est bien que vous ne trouverez plus des organisations qui ont toute leur existence dans le sac de celui qu'on appelle président de l'organisation. Alors, monsieur le directeur, décryptons pourquoi pas ce nouveau guide que vous avez édité. Guy Constant Eoumia a commencé par le dire, a commencé par donner sans doute, je dirais, les grands axes en parlant des 3 paquets, A, B, C et tout. Quelles sont les mesures concrètes qu'on peut retenir dans ce guide? Ok, merci beaucoup. Ces mesures, en fait, rapide historique, nous avons au Bénin la charte des organisations de la société civile qui indique un peu les comportements, l'attitude que les associations devraient développer. Donc nous avons exploité les éléments, le contenu de cette charte. Nous avons aussi exploité les éléments contenus dans les principes de Busan au plan international liés à l'efficacité de l'aide. Nous avons recouru aux critères qui sont utilisés par les pouvoirs publics pour apprécier les organisations de la société civile. Les critères que les partenaires techniques et financiers utilisent pour faire l'état des lieux, pour évaluer du point de vue institutionnel les organisations. Donc cette série cette batterie, je vais dire, de critères, nous avons fait une première compilation qui a été soumise à des associations au niveau départemental. Il y a pratiquement 12 réunions qui ont été organisées par département pour permettre aux associations de donner leur feedback par rapport au contenu. Mais on a... vous avez fait une consultation, vous avez élargi en fait. Élargi. Inclusive, voilà, vraiment, voilà le mot. On a essayé un peu de faire en sorte qu'il n'y ait pas... ça ne se fasse pas dans une logique de nivellement par le bas. Okay. Qu'on puisse amener les associations, les conduire vers un seuil qualitatif meilleur. Cela dit, ces critères, comme le président l'a rappelé tout à l'heure, sont structurés autour de 3 axes, 3 paquets. Un paquet A qui rassemble tous les éléments en lien avec la création d'une association. Comme il a dit, il a été beaucoup plus subtil. Certaines associations sont dans des sacs. Comment? Tout simplement parce que l'association existe, mais elle n'a pas un siège physique. Le président de l'association reste où alors? Il se balade avec l'association cachée et tout dans le sac. Mais donc il y a des critères pour apprécier. Donc au niveau du paquet A, est-ce que l'association existe physiquement? Est-ce que l'association a les organes qu'il faut? Est-ce que l'association est constituée juridiquement? Ça, c'est les éléments constitutifs du paquet A.
Le paquet B maintenant rassemble, réunit, synthétise tous les aspects liés à la structuration interne de l'association. Quels sont les organes? Est-ce que les organes fonctionnent? Il y a les organes d'orientation. L'organe d'orientation par excellence, c'est l'Assemblée générale. Est-ce que les assemblées se tiennent à bonne date? Il y a l'organe, je vais dire, de décision, qui prend le relais de ce qui est décidé au niveau de l'Assemblée générale. Il y a l'organe de fonctionnement. Généralement, il y a une équipe technique. Est-ce qu'on respecte la dimension genre? Est-ce que nous mettons à la disposition des travailleurs, du personnel, les outils, le matériel qu'il faut pour travailler? Est-ce qu'il y a les logiciels, enfin, tous les outils pour permettre à l'association de donner le meilleur d'elle-même? Donc ça, c'est le paquet central, c'est le paquet B. Et maintenant, il y a le paquet C, et le paquet C se réduit à l'utilité. Quel est le regard que les bénéficiaires de cette association-là portent sur le travail qui est fait au quotidien sur le terrain? Donc voilà voilà les grands axes qui seront audités, qui seront passés au crible fin et qui peuvent permettre, si l'association passait toutes ces étapes, d'être distinguée, d'avoir le label qualité. Donc en quelque sorte, ce sont les critères pour une OSC de pouvoir se faire labelliser, c'est cela? Oui, pour montrer qu'elle est professionnelle et qu'elle est digne de confiance et qu'on peut collaborer avec elle en toute quiétude. Donc il n'y a que Guy Constantin Roumi, ces organisations de la société civile qui respectent ces normes, qui peuvent postuler à la labellisation, c'est ça? En principe, quand on va à un examen, celui qui dit qu'il va à un examen, c'est lui qui se prépare. Maintenant, c'est pourquoi je parle la démarche de la maison de la société civile, la démarche qualité est en même temps une démarche pour accompagner les gens. Et pour accompagner ou pour assainir ou pour nettoyer? Non. L'idée finale, c'est assainir. D'accord? Mais on n'assainit pas en laissant ceux qui ne sont pas capables derrière pour dire ils n'en sont pas capables, on les laisse là. Et c'est peut-être là où moi je veux dire à toutes les organisations de la société civile aujourd'hui devraient se prêter au jeu pour que chacun puisse savoir à quel niveau il se retrouve. Pour que demain, on ne parle plus de structure. Parce que vous voyez, tout à l'heure, on disait, comment on dit, OSC dans le sac. Mais depuis les accords de Busan en fin 2011-2012, les organisations de la société civile sont parties prenantes de la gestion des pouvoirs publics. Il est impératif désormais que, par rapport à la gestion des biens publics, qu'on associe les organisations de la société civile depuis la base. Depuis même l'élaboration d'un budget, l'élaboration du budget doit être inclusif. Alors, à partir de cet instant où on donne ce rôle-là, pour que, avec la suite, on joue un rôle de veille citoyenne de l'action publique, il est utile que ceux-là qui veulent se prêter au jeu de surveiller les autres soient quand même des gens crédibles. Vous n'êtes pas crédible, vous n'êtes pas existant, on ne vous connaît nulle part et vous voulez veiller sur tout ce on apporte à la gestion des affaires publiques. C'est pourquoi ces critères-là, je pense que c'est des critères, je ne veux pas dire très normatifs parce que c'est une dynamique. Ce n'est pas pour autant dur, parce que quand on voit ce qui se passe sur le terrain et qu'on met tout le monde dans le paquet à crabe, il est important qu'on puisse faire la veille en notre procès. C'est comme de l'autorégulation en fait. C'est comme de l'autorégulation où nous-mêmes nous nous retrouvons et nous disons voici les critères sur lesquels nous devons nous mirer. Oui, il y a certes les tests de l'État, il y a notre charte à nous-mêmes. Maintenant, comment est-ce que nous faisons pour respecter cela? Et il y a le bras qui nous tient là. Si quelqu'un n'est pas crédible, s'il n'a pas toutes les performances qu'il faut, s'il ne respecte pas tout, la maison de la société civile est là pour l'accompagner à grandir. Donc, je pense quand même qu'il faut peut-être que, c'est vrai que la labellisation, c'est de 3 ans. Je pense que quand on va faire le premier processus, quand on va le lancer et que les gens postulent, il faut qu'il y ait le dispositif pour que ceux qui ne passent pas par le filet, tout de suite là, ceux qui sont retenus, qu'ils s'alignent derrière la maison de la société civile pour dire, nous, voilà, nous sommes les recalés, aidez-nous à quitter les sentiers battus. Il faut que nous-mêmes, on soit honorables à citer. Parce que c'est en fait que ça me brûle, mais bon, comme la maison de la société civile a cette démarche, sinon, on aurait pu dire, tous ceux qui n'ont pas atteint tel seuil, qu'on puisse leur dire, vous, là, il faut mettre tous vos documents dans les paniers, vous n'êtes pas
des structures à appeler société civile au Bénin. Mais la démarche de la maison, c'est qu'il faut accompagner même les plus faibles pour qu'ils grandissent. Et je pense que cela sera un critère de performance pour nous au Bénin, parce que les gens pourront désormais, c'est-à-dire, il va brûler aux lèvres des gens tous ceux qui prennent comme organisation de la société civile des trucs de n'importe quoi. Parce que vous voyez, organisez un débat tout de suite et dites aux gens de venir parler de la société civile. Ils diront ces gens-là qui se... Parce que en notre sein, effectivement, il y a des structures qui sont là et qui zappent. Ils sont aujourd'hui organisation de la société civile. Demain, ils migrent vers des questions politiques, alors que c'est des acteurs non étatiques qui sont pour la plupart dans ces structures-là. Absolument. Alors, vous parliez justement de, je dirais, des démarches qui peuvent postuler et tout. Monsieur le directeur, il y a ce reproche qui vous est fait selon certains, parce que Guy Constant Roumi a commencé par le dire que les mesures ne sont pas aussi dures, mais est-ce que ces organisations qui sont un peu faibles, qui n'ont pas la capacité peut-être financière et tout de pouvoir s'en sortir, qu'est-ce que la maison de la société civile fait pour les accompagner afin qu'elles puissent justement grandir? Oui, et nous on a une... Avant de parler du processus de labellisation et oui, tout oui, ça. merci pour cette question. Nous, notre position sur cette question est très claire. Ah bon? Au commencement, ce n'est pas d'abord l'argent, ce n'est pas les ressources financières qu'il faut viser. Qu'est-ce que l'association a comme projet? Quelle est sa vision? Quelle est sa mission? Comment est-ce qu'elle veut concrétiser cette mission-là? Parce qu'effectivement, beaucoup viennent pour dire, j'ai créé mon ONG depuis un tel moment et puis je n'ai pas les moyens. Voilà, d'abord, ce n'est pas problème. ton ONG, l'ONG n'est pas une propriété privée. C'est-à-dire, c'est une association, c'est un groupe. Et à partir du moment où vous mettez un groupe, vous avez un problème à régler. Nous, à la Maison de la Société Civile, nous pouvons accompagner les associations à structurer cette réflexion. Nous avons identifié un problème et nous voulons régler ce problème. Quelle démarche nous mettons en place? Nous, on peut aider à construire, à élaborer un plan stratégique, à aider l'association à mettre en place les organes qu'il faut. Et une fois que cette association a une idée très claire de ce qu'elle doit faire, comment elle va le faire, les ressources viennent après. Parce qu'on a confiance, on croit en ce que vous voulez faire et vous suscitez, comment je vais dire ça, admiration et un intérêt pour ce que vous voulez faire. Donc, pour moi, nous pouvons accompagner, mais la question financière, les collègues le savent, ceux qui s'approchent de la maison le savent, ce n'est pas d'abord notre priorité. Et c'est justement pour ça que dans ce guide, ce référentiel qu'on met en place, on ne veut pas le déployer dans une logique de stigmatisation. Certaines, les associations qui sont solides vont passer. Celles qui le sont beaucoup moins, mais dont les responsables sont animés de bonne volonté et manifestent par les actes que ça va marcher, enfin, qu'ils portent quelque chose, la maison a des outils pour les accompagner. Guy Constant, vous confirmez ce que dit le directeur? Je confirme parce que, vous savez, l'Observatoire de la déontologie s'est inscrit au niveau de la maison de la société civile. Nous faisons partie de la maison de la société civile, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Mais depuis, nous avons quand même suivi le processus de mise en place de chartes. En fait, c'est des critères qualité. Et vous voyez, si une structure existe, n'a pas de plan stratégique, n'a pas de PTA, n'a pas de manuel de procédure, n'a pas les organes qu'il faut, ce n'est pas quelque chose de bien. Et la maison de la société civile est là pour vous aider à vous structurer. Parce que quand vous vous structurez, et que par exemple, nous avons bien des assemblées générales, nous avons des réunions, quand vous intervenez et vous dites, même les partenaires qui participent à ces rencontres-là voient les domaines dans lesquels vous dites quand même que vous êtes performant, vous êtes crédible. Et à partir de cet instant, il y a même... quand on lance l'appel à proposition et vous soumettez votre projet, eh bien, quand on vous demande tous les éléments de critères de gouvernance, d'existence, d'abord, pour que vous puissiez avoir les moyens. Actuellement, par exemple, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias est sur le terrain pour avoir postulé quand même au fond fossé pour la question de redevabilité. Et quand on a postulé à ça, nous, aujourd'hui, l'élément d'utilité publique que nous faisons, par exemple, c'est que nous sommes en train de former et les femmes et les jeunes sur les tests en matière de presse en République du Bénin. Pour que, bien sûr, dans la notion de redevabilité, que ceux-là puissent être capables de dire
tel organe de presse, par exemple, fait bien son travail. Mais celui-ci qui ne fait pas bien le travail, on se plaint de cette structure-là au niveau de l'Observatoire. L'Observatoire étant un organe d'autorégulation, nous pourrons voir en notre sein comment dire aux gens, s'il vous plaît, vous ne faites pas bien votre travail, voilà la plainte qui est venue, et voilà ceci. Donc, vous ramenez les gens à l'ordre, en fait. Nous ramenons les gens à l'ordre. Et le processus là, c'est que, tel que le dit le directeur, tout ça participe. Parce qu'en allant à ce niveau-là, nous aussi, au niveau de l'Observatoire, nous mettons en règle. C'est grâce à ce processus que nous avons vu qu'au niveau des associations que nous avons, par exemple, il y avait des critères de performance qui n'existaient pas chez nous et qu'il fallait avoir. On a, par exemple, on s'est inscrit, on est allé au journal officiel et autres là, mais vous savez que si vous n'avez pas toute cette documentation en main, on pense que quand on le fait, eh bien, on s'oublie et tout ça a permis quand même que nous aussi, nous puissions aujourd'hui être dépositaires de certains documents qui montrent quand même qu'il faut avoir une démarche qualité en tant qu'OSC. Ce n'est pas tout simplement vous organisez, vous créez une association et puis vous commencez par chercher où est-ce que la manne est. Il faut que vous puissiez être d'utilité publique. Okay. Les médias aujourd'hui, je crois, sont d'utilité publique. Nous donnons l'information, nous formons, nous éduquons, nous distrayons. À partir de cet instant, nous sommes performants. Mais tous les organes de presse ne sont pas là. Il faut travailler à ça. Donc, à partir de cet instant, toutes ces structures qui sont avec nous, on travaille pour qu'on améliore l'image. Et quand vous voyez une des composantes, par exemple, elle travaille en son sein. Si on parle des chefferies traditionnelles, ils devraient pouvoir travailler en leur sein pour que tous ceux qui sont là, qui ne sont pas, qui n'ont pas des critères de performance, qu'ils puissent travailler à les améliorer. Qu'au niveau des syndicats aussi, on fasse un travail du genre, etc. Donc, je pense que c'est un critère, c'est une démarche qualité au niveau de la maison de la société civile et tout ce qu'on a mis comme critères, je pense que, bon, si on s'y met pour auditer et qu'on voit que finalement, malgré tout ce qu'on a dit, personne ne respecte, ne remplit ces conditions, on va faire l'état des lieux pour constater que personne n'a eu les 200 points pour être quand même labellisé et nous allons certainement revoir la copie pour voir en quoi il faut renforcer les capacités de cette structure-là pour qu'elle soit labellisée. C'est très beau, hein, quand vous exposez cela comme ça, ça donne envie justement de voir un peu plus clair aujourd'hui au sein donc des organisations de la société civile. Mais de façon concrète, monsieur le directeur, comment cela va se passer, le processus de labellisation, de façon concrète? De façon concrète, d'abord, ce sont les associations qui demandent le label. Qui demandent le label. Qui demandent. Il n'y a pas à obliger quelqu'un, il n'y a pas à forcer. Les associations qui sont en règle, disons, ou qui estiment. Oui, voilà. Vous posez la bonne question. Il y a d'abord une phase à blanc qui a commencé depuis le lancement et qui ira jusqu'à la fin du mois de juin, au cours de laquelle le guide que nous avons produit sera distribué sous forme électronique, sous forme physique. Enfin, nous allons faire l'effort d'informer, de vulgariser. Les associations avaient déjà été informées, mais on va continuer pour que chaque association se mire et prenne la décision de postuler. Okay. Une fois que l'association a identifié les pièces à rassembler, elle dépose, elle envoie ces pièces-là, elle rassemble, elle constitue le dossier et le dossier est déposé à la maison de la société civile. D'accord. Il y a un comité qui va travailler, et je vais revenir en détail sur la structuration de ce comité si vous le permettez. Bien sûr. Mais bref, ce comité travaille pour apprécier les associations qui ont passé le cap des 2 étapes. Donc, est-ce que le paquet A, les éléments du paquet A sont réunis? Est-ce que les éléments du paquet B sont réunis? Et quand ces 2 objectifs sont atteints, il y a une équipe qui descend sur le terrain et qui va constater la réalité des choses et qui profite de sa mission pour interroger les bénéficiaires de ces associations-là. Donc voilà comment c'est fait. Donc il y a, pour revenir à la structuration, à l'entrelacement institutionnel, il y a un comité multi-acteurs qui a été mis en place. Et ce comité multi-acteurs est composé des représentants de l'État, il y a le ministère de la Justice, il y a le ministère du Plan. Il y a une deuxième catégorie constituée de représentants d'OSC. Et la troisième catégorie, c'est essentiellement un groupe de personnes ressources. Et nous avons les partenaires techniques et financiers de l'équipe multi-acteurs du comité de certification.
Donc, il y a un comité multi-acteurs qui gère la certification. C'est à ce comité que les dossiers sont adressés. Maintenant, au sein du comité multi-acteurs, il y a une unité technique de certification qui est désignée. Donc, il y a deux personnes, deux entités, le représentant des OSC et un représentant de l'État. Et à ces deux personnes vont se joindre un auditeur. Ça pourrait être un cabinet, comme ça pourrait être une personne physique, mais un spécialiste de l'audit. Donc, c'est ce trio, cette équipe restreinte, cette unité qui descend sur le terrain et qui constate et qui fait le point au comité qui a été mis en place, et le comité décide des associations qui peuvent recevoir le label. Donc voilà comment ça va se faire. C'est rassurant, Guy Constant Roumi, cette répartition des choses. Bien sûr, je crois que c'est assez ouvert pour que l'on ne parle pas de manigance, parce que là, tout le monde s'y retrouve. Et s'il y a de copinage, et s'il y a une unité qui travaille pour soumettre maintenant à un groupe multi-acteurs, je crois que à ce niveau-là, on constatera quand même qu'il y a un travail performant qui se fait. Je crois que c'est rassurant. Et vous parliez tantôt justement également de ce comité qui va travailler, apprécier les dossiers. C'est bien cela. Qu'est-ce qui, en réalité, donne la preuve que ce comité sera impartial? Bon, le comité, disons d'abord la constitution du comité. Oui. A priori, c'est les structures publiques. Je ne veux pas croire que les représentants des structures publiques vont s'acoquiner avec des associations. Il y a des représentants des organisations de la société civile, et au nombre de ces représentants, il y a l'ODEM qui fait déjà un travail d'autorégulation au sein des médias. Et c'est cette expertise qui est faite au sein des médias qui sera mise à la portée, à la disposition de l'ensemble des organisations de la société civile. Nous avons comme autre composante de ce comité multi-acteurs un certain nombre, des personnes ressources. Et c'est des personnes dont la probité, on ne peut pas douter de leur probité morale. Okay. Il y a des professeurs d'université, il y a des journalistes de renom. Donc, c'est des personnes... on a essayé, en mettant en place ce comité, de veiller à ce que ce comité soit constitué de personnes sérieuses, si vous me permettez l'expression, puisque nous voulons que ce label-là soit un label qui n'est pas contesté. Et c'est depuis 2016 que le travail opérationnel a commencé par rapport à ce processus. Autrement, c'est depuis 2008 que le projet de labellisation a germé. Okay. Mais vraiment, on a commencé à travailler sur le projet depuis 2016. Et je pense qu'on va faire l'exercice, et puis les associations, et on constatera après si ces personnes qu'on a identifiées sont sérieuses ou pas. Mais moi, je n'ai pas la certitude, mais j'ai confiance, j'espère vivement qu'aucune des personnes ne nous décevra. Non, je pense que tel que ça se dit là, c'était question de critères et de documents. C'est-à-dire, si quelqu'un est labellisé, on pourra peut-être, avec caméra, demander à ce que l'on vienne voir ces dossiers. Ah bon? Oui, c'est possible. Vous irez s'il y a cette contestation, moi je pense que pour l'efficacité du processus, qu'on puisse le faire. On vient, sa documentation de dossier est là, on vérifie tout, on déplace caméra pour aller voir son siège physique. On va développer, voir est-ce que les PV sont là, est-ce qu'ils tiennent les réunions, et on va poser des questions à ceux qui font le travail par rapport. Il faut pouvoir aller à ça pour que ce processus-là puisse être vraiment détaché de toute idée d'amicalité, de choses. Parce que à terme, il faut que, tant à l'interne qu'à l'externe, qu'on puisse voir que le Bénin a mis en place un élément de labellisation qui vraiment est prête qui donne quand même un crédit aux organisations de la société civile. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille par là et que ce soit totalement ouvert. Quand quelqu'un conteste, on dit, OK, nous organisons une séance publique. On dépose les dossiers de ceux qu'on a labellisés et on dit, fouillez. Des personnes, tout simplement, qu'on peut prendre comme ça. Ou bien, même, ce sont ceux qui contestent là. On les fait asseoir, on dit, allez-y.
Vous voyez? Et comme ça, quand on aura fait peut-être cette démarche-là, les gens vont se taire pour permettre que ceux qui veulent évoluer, évoluent. Parce que ces micmacs-là, tirés entre les pattes, vous n'êtes pas crédible vous-même, mais vous trouvez que c'est les autres qui ne sont pas crédibles. Et chaque chose qu'on fait, il y a des contestations. Je pense qu'il faut qu'on aille dans la démarche où celui qui conteste, on le fait à soi, on met tous les dossiers. Mais on lui dit que si véritablement il ne veut pas venir voir, si on l'entend à nouveau, c'est qu'il passe devant les tribunaux pour qu'à jamais il ne continue de jeter le propre sur les autres. Il vaut mieux qu'on aille à ces démarches-là pour que moi je pense que l'on trouve que, évidemment, il y a du propre qui se fait. Cette démarche-là, vous verrez que quand on aura fait ça et que certains on les aurait déclarés comme des labellisés, vous allez voir ce que ça va faire comme tollé dans le pays. Parce que les autres qui ne sont pas labellisés, ils se verront comme des gens incapables de souscrire à tel ou tel moyen pour mettre en application leurs différents programmes, leurs projets et autres là. Et vous allez voir qu'ils vont se conformer. Parce que tout ce qu'on demande là, il n'y a rien de sorcier. Il n'y a rien de sorcier si tant est que vous avez suivi les règles pour mettre en place votre organisation de la société civile. Parce que là, on ne pourra plus avoir des OSC tout personnel, c'est-à-dire un singleton avec son sac qui est OSC. On va finir avec ça. On lui demandera tout gentiment d'aller s'associer d'autres personnes pour qu'ils soient assez nombreux et que ce ne soit plus mon ONG, mais l'organisation non gouvernementale d'utilité publique. Voilà. Alors, quelle est la durée de la labellisation? La labellisation, selon la documentation qui est là, est de 3 ans. Est de 3 ans et vous postulez et puis après 3 ans, vous devez pouvoir revenir pour voir est-ce que vous continuez de remplir les critères ou si entre-temps vous avez régressé. Okay. Voilà. Alors, monsieur le directeur, quels sont les avantages d'un tel dispositif, je dirais, pour aussi bien les organisations civiles que les partenaires techniques et financiers, parce que je présume que les PTF ont travaillé à vos côtés, et bien pour l'État également? Non, merci beaucoup. Pour les associations, il y a d'abord quelles sont... quand on a le label, on est plus visible. Okay. Ça vous rend plus visible. Et vous rendant plus visible, on croit plus en vous. Et quand vous intervenez en tant qu'organisation de la société civile, on vous écoute. Parce que, comme je l'ai dit, il y a 2 principaux rôles. Veille citoyenne et prestataire. Mais quand vous intervenez sur une politique publique, on se rend compte que ce n'est pas du vent. Donc, c'est une association bien structurée qui parle et on prête oreille à ce que vous dites. On peut vous faire appel par rapport à votre domaine d'expertise par ailleurs. Donc, il y a l'aspect visibilité, il y a l'aspect aussi, la capacité à mobiliser plus de ressources. Puisqu'on a parlé de ressources tout à l'heure, c'est des associations, quand on est à ce niveau de label, on a le label, c'est qu'on a des projets qu'on porte et ces projets pourraient être plus facilement concrétisés parce que des structures, des personnes pourraient être prêtes à mettre des ressources à disposition. Moi, c'est ce que je trouve comme avantage lié aux organisations de la société civile. Pour ce qui est des partenaires techniques et financiers, ils ne vont pas mettre de l'argent n'importe où parce que quelquefois, l'association monte un projet, n'est pas forcément en capacité de mettre en œuvre ce projet-là, mais le projet est bien fait, le projet est bien structuré et le partenaire met les ressources à disposition. Et quelquefois, ces ressources-là sont distraites. Donc, il y a un gage de sérieux, de sécurité pour les partenaires techniques financiers et même pour l'État. L'État va se rendre compte, les pouvoirs publics de façon générale, je vois le gouvernement, je vois les collectivités locales, vont se rendre compte que sur leur territoire, il y a quand même des structures qui travaillent et qui sont sérieuses et qu'il faut encourager. Donc, en termes d'avantages, c'est ce que je vois. Bon, et de façon générale, c'est la professionnalisation des organisations de la société civile qui se trouve ainsi enclenchée. Même les associations qui n'auront pas le label, elles vont se rendre compte qu'il y a des modèles dans leur environnement. Elles peuvent se rapprocher de ces associations qui ont eu le label pour dire comment vous vous arrangez, comment vous vous gérez. Et puis, il y aura comme une diffusion des bonnes pratiques. Et je pense que ça va être profitable pour toute notre nation. Alors, Guy Constantin-Roumy, vous, en tant que représentant justement des OSC, quel est l'intérêt pour vous dans ce processus, concrètement? L'intérêt pour nous, c'est qu'on nous offre une démarche pour nous mirer, pour voir comment est-ce que nous sommes performants.
Et l'autre chose, c'est une manière de nous dire, vous avez atteint tel niveau de performance, vous n'êtes pas encore capable d'être labellisé, eh bien, préparez-vous pour être plus performant. Je crois que c'est un tremplin pour être vraiment, pour se préparer à être véritablement crédible. C'est-à-dire, quand vous-même vous existez et qu'on ne vous reconnaît pas toutes les qualités de performance par rapport à ce que vous faites, et vous devez vous sentir un peu gêné. Et je pense que cette démarche-là permettra que d'ici à là, on puisse quand même trouver que les organisations de la société civile en République du Bénin sont dans une dynamique d'être un milieu assaini. Et que diriez-vous alors à ces OSC qui vous suivent en ce moment? Ce que je dirais aux OSC qui nous suivent, c'est qu'il faut tout de suite aller chercher l'information. Certes, la maison de la société civile est dans une démarche d'information maintenant. Il faut aller à l'information au niveau de la maison de la société civile. Il faut se prêter à voir un peu quel est le processus d'audit à blanc qui se fait maintenant et que chacun commence par se préparer pour mettre à jour toute sa documentation. Si vous avez été au JO, le document n'est plus là, il faut rechercher le document. Votre siège, il faut faire en sorte que quand on vient dans votre siège, qu'on puisse savoir où est le manuel de procédure, où est le document, où est la secrétaire, où sont les documents qui existent. Et puis, il faut faire en sorte que ce ne serait pas un processus où on veut vous postuler, vous apprenez qu'on viendra chez vous et vous ramassez les documents pour aller assiéger un bureau, on vient vous constater là, c'est pas vrai. Parce qu'on ne vous dira même pas quand est-ce qu'on vient. Mais à ce moment précis, c'est mon bureau, donc vous n'avez pas le choix. Non, mais on ne vous dira pas quand est-ce qu'on vient. Si votre OSC, vous postulez que votre OSC est dans le sac et vous savez que quand on va vous appeler pour dire nous venons à telle date, vous irez louer occasionnellement un bureau, on va vous surprendre sur le chemin avec votre sac. Et parce qu'on vous dira où est-ce que vous êtes actuellement dans les 30 minutes, nous venons chez vous. Eh bien, si on vous le dit comme ça, je crois que vous ne pouvez pas louer en 30 minutes, même si vous ramassez les affaires. Quand on va arriver chez la secrétaire, on va dire à votre bureau, ok, et s'il vous plaît, et votre document de référence d'hier, la réunion d'il y a 3 jours, prenez dans votre tiroir, présentez-nous, ok. C'est-à-dire, quand on aura mis ça en place, on aura su vraiment que nous voulons assainir le milieu. Nous voulons assainir, pas pour rejeter des gens, mais pour amener tout le monde à aller vers les critères de performance. Parce qu'on ne peut pas. Vous savez, quand vous voyez l'état des lieux, où l'État même est désormais incapable de donner des services partout, et que des structures se donnent pour combler les vides de l'État, et qu'on en injecte des moyens et qu'on n'ait pas de résultats, ce n'est pas bon. Il faut aller vers la démarche résultat. Il faut aller vers la démarche résultat et je présume que le directeur a des précisions à apporter dans ce guide-là. Non, moi je voudrais juste dire que quand on est malade et qu'on va à l'hôpital, il faut pouvoir tout dire au médecin. Et quand on veut vraiment améliorer sa structure et on veut avoir des résultats, je pense qu'il faut éviter de jouer. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous allons vraiment mettre en œuvre une campagne d'information pour que les associations se prêtent au jeu telles qu'elles sont aujourd'hui. Et on peut ne pas avoir le label en 2018, on se prépare pour l'avoir en 2019 ou en 2020. Mais il faut, ce n'est pas des critères qui sont, comme je vous ai dit, les critères qui sont retenus ici découlent de documents, d'outils que les associations connaissent. Donc moi, je vais encourager les associations à s'engager et avec vraiment en toute confiance, puisque le dispositif qui a été mis en place, c'est un dispositif crédible, c'est animé par des personnes correctes, sérieuses, et nous espérons que les gens ne vont pas jouer, comme vous le dites, ils ne vont pas attendre la veille pour rassembler. Bon, ça se sait, les éléments qui sont à l'intérieur ne permettent pas de jouer. Et quand quelqu'un joue, je ne sais pas s'il demande dès le label, je ne sais pas si 2 ans après, l'équipe se porterait vers cette association-là. Voilà ce que je veux dire. Et quelle est, je dirais, la démarche que vous menez pour pouvoir justement, puisque le guide est établi déjà, comment est-ce que ces organisations de la société civile peuvent prendre connaissance justement des critères qui sont contenus dans ce guide pour pouvoir vite postuler? Donc, après le lancement, il y a cette émission à laquelle vous nous avez associés. Il y aura des émissions au niveau des radios communautaires et là, pour que l'information soit amplifiée. Okay. Maintenant, nous avons des relais au niveau de chaque département.
Cotonou, Parakou, Djougou, Natitengu, et nous allons déposer les plaquettes au niveau de ces relais, de faire le travail. de faire le travail sur le terrain. D'accord. Guy Consin Eroumi, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. On a fait le tout. Je ne sais pas si vous avez des points particuliers sur lesquels vous souhaiteriez revenir. Non, je pense quand même que, tel qu'on le dit tout de suite, il vaut mieux que des organisations de la société civile qui entendent ou bien qui voient, qui ont un brin d'information sur ce processus-là, que toutes ces structures-là aillent vers la maison de la société civile, qu'ils appellent le directeur qui est assez ouvert. Chaque fois, le secrétariat est là pour s'informer. Il faut s'informer pour que demain, on n'ait pas des gens qui puissent dire « nous n'avons pas été informés ». Parce qu'on peut mettre tout le canal d'information, tous les canaux plutôt d'information en branle, et que si vous ne vous informez pas habituellement par rapport au travail que vous faites, que vous puissiez venir dire « on ne l'a pas appris ». Et que ceux qui ont quelques difficultés pour postuler commencent par se préparer, commencent par s'informer ailleurs pour demander conseil, pour dire où est-ce qu'on prend tel document, où est-ce qu'on fait ci, où est-ce qu'on fait ça, parce que si vous ne l'avez pas fait auparavant, il faut pouvoir le faire. Et il faut le faire de façon à ce qu'on puisse dire, oui, c'est une démarche pour faire de l'assainissement, et que même dans certaines structures, même si c'est possible pour des composantes, de se réunir et de partager le message, ou bien de se réunir et d'inviter à ce qu'on vienne leur clarifier un peu quel est tout ce processus-là. Parce que lorsqu'on parle, par exemple, d'audit à blanc, certains peuvent ne pas comprendre tout ce processus-là. Qu'ils s'informent au mieux pour savoir un peu comment c'est. Et je pense que si nous partons à ça, notre pays sortira grandi. Parce qu'on aura vu quand même qu'au Bénin, on a assaini. Et c'est sûr que même les PTF qui nous accompagnent pour donner quelques moyens se sentiront véritablement à l'aise pour accompagner les organisations de la société civile au Bénin. Et c'est un critère pour moi de crédibilisation de tout l'environnement des organisations de la société civile. Les PTF vous ont sans doute largement accompagné. Oui, et c'est le lieu de les remercier. Il y a la coopération suisse qui a aidé à structurer le concept jusqu'à la production de ce référentiel. Et nous avons négocié avec l'Union européenne pour la suite du processus sur 3 ans. Okay. Bon, mais il y a encore beaucoup d'espaces qui ne sont pas couverts et nous allons nous porter vers d'autres partenaires pour que ces aspects-là puissent être couverts. Mais au-delà de ces partenaires, nous, on aurait vraiment souhaité que notre État puisse soutenir aussi le mouvement. Et c'est pour ça que moi, je voudrais sincèrement demander aux associations de postuler. Quand elles vont postuler, et l'État va se rendre compte qu'il y a du concret qui se passe sur le terrain par rapport aux associations, je pense que ça va décider l'État à aller un peu plus loin. Pour le moment, l'État soutient les organisations au niveau des cordons, du cordon douanier. Celles qui ont le statut enfin un certain statut peuvent avoir des exonérations au niveau du cordon douanier. Absolument. Mais beaucoup d'autres n'importent rien, mais travaillent au quotidien sur le terrain. Et ce type de processus peut permettre de les mettre en lumière et engager notre État à nous soutenir, parce que quelquefois, il faut l'avouer, on est quelquefois gêné que ce soit seulement les partenaires techniques et financiers qui accompagnent ce type de dispositif. Guy Consin Eroumi, votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que c'est un processus de crédibilisation pour les organisations de la société civile. J'invite tout le monde à s'y prêter pour que nous puissions voir le visage réel de ce que nous sommes. Je remercie aussi les PTF et je demande au gouvernement, qui est aussi partie prenante parce qu'on les a intégrés, que désormais le gouvernement même puisse comprendre qu'à travers ce processus-là, il n'injectera pas de l'argent en l'air, mais il aura pu tout simplement mettre des dispositions, des facilités pour que ceux qui comblent les vides de service au niveau de l'État puissent être des gens crédibles aussi, sur lesquels on compte, et que le développement de ce pays-là puisse être l'affaire de tout le monde. Armand Villon, votre mot de la fin pour conclure cette émission. Je vous remercie beaucoup pour avoir organisé cet entretien. C'est un plaisir. Je voudrais, moi, féliciter, réitérer toute mon admiration aux associations qui travaillent sur le terrain. Je voudrais les inviter à vraiment s'inscrire pour
se faire décerner le label, je voudrais aussi remercier toutes les parties prenantes, toutes les structures qui nous ont accompagnés jusque-là, parce que c'est un processus qui vraiment, comme le président vient de le dire, aidera notre pays à aller plus loin, parce que les associations vont atteindre un seuil qualitatif meilleur. Voilà. Les associations vont atteindre un soin qualitatif meilleur. Parole de Armand Villon, directeur de la maison de la société civile, postulé, organisation de la société civile, postulé donc à cette labellisation pour permettre justement à l'État de grandir davantage et à vous-même, OSC, je dirais, d'être mieux vu comme cela se doit. C'était un plaisir d'être resté avec vous sur ce plateau. Guy Constant Héroumi, président de l'ODEM et représentant des OSC. Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci. Moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Aux téléspectateurs aussi. Oui, et puis Armand Villon, je le disais à l'instant, directeur de la maison de la société civile. Merci à vous également pour cette émission, pour cet entretien. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien. Vous l'avez compris, on a parlé essentiellement de cette labellisation des organisations de la société civile avec ce guide d'information qui a été donc qui a été édité, je dirais, par la maison de la société civile. C'est important de postuler et de se faire décerner ce label. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir chez vous.